Cette semaine s'achève sur le bras de fer Caisse nationale de prévoyance sociale, contrôle supérieur de l'État. Une affaire qui remonte en 2019. Le Consupé produit un rapport d'audit effectué sur la période 2008-2016. Le DG de la CNPS, alors sur la sellette, doit régler un préjudice financier de plus de 600 millions de francs CFA. Piqué à vif, Mokoulou Akam, dans sa volonté de rétablir son honneur, réussit un tour de force et obtient un sursis. Le tribunal administratif désavoue le Consupé, suspend sa décision. Maître Joseph Tafo, juriste, un visage connu sur ce plateau, est l'invité du Grand 7 encore ce dimanche. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Voyons ce qui s'y est passé tout au long de cette semaine. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-up. Bonjour Audrey Melingui. L'actualité est marquée cette semaine par l'ancien directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers qui est désormais libre de tout mouvement au Cameroun et au-delà. À sa sortie de prison vendredi dernier, les membres de sa famille sont venus lui souhaiter en chantant et en dansant une chaleureuse bienvenue au Bercail. C'est en effet en juin 2009 que le DG de la SCDP a été arrêté après avoir été démis de ses fonctions. Il dirigeait la SCDP depuis 1994. Cette arrestation a eu lieu après une enquête du contrôle supérieur de l'État où des fautes de gestion avaient fait perdre à l'entreprise publique qu'il dirigeait plus de 900 millions de francs CFA. Après une incarcération préventive à la prison de Niebel-à-Douala, il a été condamné en octobre 2012 à 30 ans de prison par le tribunal de grande instance du Vouri pour détournement de 2 milliards de francs CFA. Mais en juin 2022, cette peine a été réduite à 15 ans par le tribunal criminel spécial qui a examiné le dossier. Le secrétaire général de l'ONU n'a pas pu se taire face à l'atrocité des djihadistes. Antonio Guterres a exprimé sa solidarité avec les autorités de transition dans la lutte contre le terrorisme et les appelle à assurer que ceux qui sont responsables de ces actes méprisables devront en assumer les responsabilités. Selon les sources médiatiques, plusieurs personnes, dont la plupart étaient des civils, ont été tuées samedi lors d'une attaque à Barça-Logo, dans le centre-nord du Burkina Faso. L'Espagnol Pedro Sánchez était en Afrique de l'Ouest cette semaine. Par un mémorandum, une entente pour la régulation et l'organisation des flux migratoires a été mise en place. Ce dernier sera utile à la mise en œuvre d'un programme pour les migrations sûres, ordonnées et régulières entre les deux pays. Il comprend notamment des programmes de migration circulaire qui accordent une place particulière aux jeunes et aux femmes. Selon une source de la présidence du gouvernement espagnol, la Mauritanie abrite actuellement quelques 200 000 réfugiés victimes de l'instabilité au Sahel, dont de très nombreux Maliens qui sont des candidats potentiels à un départ vers les Canaries. C'est en présence de son avocat, le bâtonnier Moussa Koulibaly, que l'ex-président déchu Mohamed Bazoum a été entendu. Une première tentative des gendarmes venus seuls la veille pour l'interroger avait échoué. Mohamed Bazoum avait exigé la présence de sa défense. De sources proches de sa famille, l'audition a duré près de 5 heures. Le président Bazoum s'est bien défendu face aux nombreuses questions des enquêteurs. Le 24 juin dernier, après une audience qui a tenu en haleine des Nigériens et après que la défense du président Bazoum a quitté la salle, la Cour d'État avait levé son immunité. Elle a décidé de le poursuivre pour haute trahison et apologie du terrorisme. Un dossier vide selon plusieurs observateurs. Depuis 13 mois, le président Mohamed Bazoum et son épouse Adiza sont retenus dans leur résidence officielle à l'intérieur du camp de la garde présidentielle du général Tiani. L'Espagnol Pedro Sánchez était en Afrique de l'Ouest cette semaine. Par un mémorandum, une entente pour la régulation et l'organisation des flux migratoires a été mise en place. Ce dernier sera utile à la mise en œuvre d'un programme pour les migrations sûres, ordonnées et régulières entre les deux pays. Il comprend notamment des programmes de migration circulaire qui accordent une place particulière aux jeunes et aux femmes.
Selon une source de la présidence du gouvernement espagnol, la Mauritanie abrite actuellement quelques 200 000 réfugiés victimes de l'instabilité au Sahel, dont de très nombreux Maliens qui sont des candidats potentiels à un départ vers les Canaries. Le 9e forum sur la coopération sino-africaine, Forum on China-Africa Cooperation, ou FOCAC, qui se tiendra à Pékin du 4 au 6 septembre prochain, se déroule à un moment critique. Les économies africaines sont toujours affectées par l'instabilité causée par la pandémie de Covid-19 et la colère grandit face aux conséquences économiques d'une dette insoutenable dont certaines se manifestent par des manifestations populaires. Les jeunes exigent l'équité, la justice et la transparence, y compris dans les relations des gouvernements africains avec des puissances extérieures. Les gouvernements sont également soumis à des pressions pour qu'ils respectent leur engagement de faire progresser leur économie dans la chaîne de valeur et de passer de l'aide au commerce. Et puis enfin, en sport, Jeux paralympiques 2024, du 28 au 8 septembre prochain, Paris rallume la flamme pour les Jeux paralympiques. 4400 sportifs sont représentés, parmi eux 314 athlètes africains qui tenteront de battre le record de 63 médailles obtenues à Tokyo en 2021. Voilà qui fait l'actualité cette semaine au Témélingué. À vous, bon débat. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Joseph Tafo, juriste. Bonjour maître. Bonjour Audrey, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs qui font l'honneur de nous écouter aujourd'hui. Et pour nous, c'est toujours un honneur d'être sur votre plateau. C'est un plaisir, le plaisir est partagé, maître. Alors, vous l'avez donc compris, nous évoquons cette controverse qui fait les choux gras de la presse depuis de nombreuses années. Épinglé pour 19 fautes de gestion et condamné à verser plus de 609 millions de francs CFA de dommages financiers, Olivier Vendôme Koulouakam, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, vient de voir sa sanction levée par la Chambre des comptes de la Cour suprême. Que retenir de cette affaire? Retour sur les faits avec vous, Cédric Tachego. Le film de cette affaire pourrait se résumer en 4 dates principales. 17 décembre 2019, le contrôle supérieur de l'État produit un rapport d'audit, fruit d'une mission spéciale effectuée entre 2008 et 2016 sur les comptes de la CNPS. Conclusion, 19 fautes de gestion sont reprochées au DG de la structure, Alain Noël Olivier Vendôme Koulouakam. Le patron du fonds de pension publique est traduit devant le Conseil de discipline budgétaire et financière dès le mois d'août 2020. 7 mai 2024, après une dizaine de sessions liées à l'examen du dossier, Rosemba Acha Formundam, ministre délégué à la présidence de la République, chargé du compte soupé, sanctionne le DG de la CNPS. L'organe invite à régler un préjudice financier de 609,6 millions de francs CFA, ainsi qu'une amende de 2 millions de francs CFA. 7 juin 2024, soit un mois plus tard, le patron de la Caisse nationale de prévoyance sociale exprime son mécontentement et dénonce une décision injustifiée et une sanction grossièrement agressive. Il saisit la justice afin de rétablir son honneur et adresse un courrier au président de la République Paul Biya. 23 août 2024, le tribunal administratif de Yaoundé rend son verdict dans l'affaire. Il ordonne la suspension de la décision du CONSUPE qui invite le DG de la CNPS à revoir son ardoise. À la tête de la Caisse nationale de prévoyance sociale depuis 2008, Alain Noël Olivier Vendôme Koulouakam peut ainsi pousser un ouf de soulagement. Mais est-ce la fin de l'affaire? L'avenir nous le dira. Merci à vous, Cédric Tachago, pour cet élément. Maître, le tribunal administratif du centre, dans cette affaire qui oppose Koulouakam, directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, au contrôle supérieur de l'État, déboute le conseil financier, le conseil de discipline budgétaire et financier. Le tribunal suspend la décision qui imposait une mise en débit de plus de 611 millions de francs CFA au DG de la CNPS. Il faut dire que c'est une décision en référé. Et très souvent, la décision en référé statue sur la forme.
non sur le fond. Le fait pour le tribunal administratif de débouter le consupé ne signifie pas que dans le fond, il n'y a pas, je ne sais pas si je vais parler de malversation ou bien faute de gestion. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement, puisque régulièrement en droit, il y a un adage courant qui dit « sans la forme, le fond n'est rien ». Donc, le tribunal administratif s'est prononcé sur la forme. Est-ce que le consupé avait qualité de prononcer, de déterminer cette sanction-là contre la CNPS? La réponse, c'est non. Pourquoi? Quand vous prenez la décision, le tribunal administratif a visé deux textes. Le premier texte, c'est la loi de 2018 qui porte contrôle des finances de l'État et de certaines entités. Alors, cette loi détermine que l'institution ou alors la structure habilitée à faire ce genre de contrôle et imposer le paiement, c'est la Cour des comptes. Le tribunal administratif a également évoqué la loi de la CEMAC, la directive CEMAC de 2011 portant sur le contrôle de l'État. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi est-ce qu'un tribunal au Cameroun peut évoquer la loi de CEMAC. Pour comprendre ça, il faut revenir dans la Constitution et évoquer l'article 45 de la Constitution qui dispose clairement que les chartes et conventions régulièrement ratifiées par le Cameroun sont au-dessus de nos lois. Donc si nos lois disent que c'est le contrôle supérieur de l'État qui doit appliquer cette sanction qui doit faire ces investigations, que ce soit à la CNPS ou alors dans n'importe quelle autre entité publique de l'État, et lui apporter des sanctions. Par contre, la loi de la CEMAC, qui est une loi internationale ou une loi régionale, dit que cette prérogative revient exclusivement à une Cour des comptes. Dès lors, du moment où il n'y a pas une Cour des comptes au Cameroun, il y a une Chambre des comptes qui statue en lieu et place de la Cour des comptes. C'est donc cette Chambre des comptes qui était habilitée à prendre cette sanction, si sanction il y en a, à l'encontre de la CNPS. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas faute de gestion, mais ça veut simplement dire que la personne qui a constaté la faute de gestion au point de... N'était pas habilité. N'était pas habilité, n'avait pas qualité. Or, nous savons tous qu'en droit, pour rester en justice, la première notion, c'est d'avoir qualité. On a compris, maître. Maintenant, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur, de manière spécifique, sur le plan juridique, quelles sont les implications d'un sursis en exécution? La seule, on peut voir une première implication, c'est que si le consupé estime qu'il a des droits pour mener l'action qu'il a commencé à mener auprès de la CNPS, il doit relever appel de la décision et démontrer sur quel droit il se fonde. Maintenant, d'autres implications, je dis, il peut constater qu'il n'a pas ce droit-là et transmettre le dossier acquis de droit. C'est-à-dire qu'ici, à la Cour suprême, à la Cour des comptes, et je l'ai dit tantôt, comme la Cour des comptes n'existe pas, c'est la Chambre des comptes qui fait ce travail-là. Et donc, par la suite, c'est donc la Chambre des comptes qui va se charger soit de reprendre l'enquête, soit de tenir compte des résultats lui fournis par le contrôle supérieur de l'État et engager naturellement la procédure pour la mise en débat des sommes constatées comme faute de gestion ou alors distension de fonds dans la structure de la CNPS. À vous entendre parler, on peut se réjouir pour le directeur de la CNPS, seulement il n'est pas tiré d'affaire. Non, il n'est pas tiré d'affaire, bien au contraire, parce que le tribunal administratif n'a pas dit qu'il n'y a pas malversation. Il n'a non plus dit qu'il ne doit pas payer cet argent. Il a simplement dit que la personne qui lui demande de payer cet argent n'a pas qualité. Et donc, il faudrait rechercher la personne qui a donc cette qualité. Pour revenir dans ce que je disais précédemment, soit la Chambre des comptes peut récupérer les enquêtes menées par le consupé qui l'ont amené à avoir ces résultats, soit
elle-même ouvrir une enquête auprès de la CNPS pour si elle a le même résultat ou alors pour aboutir au résultat qu'elle aura. Et à ce moment-là, elle aura toutes les qualités pour poursuivre s'il y a manquement, bien entendu. Elle aura toutes les qualités. La Chambre de compte, elle aura toute la qualité et le pouvoir de poursuivre la CNPS. Donc ça ne veut pas dire que la CNPS ne sait pas tirer d'affaires. Ce n'est qu'une décision sur la forme pour déterminer la qualité de la personne qui était censée la poursuivre. Peut-on voir en cette situation le fait pour le tribunal administratif de juger l'incompétence du consupé à juger, excusez la redondance, à juger de la transparence et de la bonne gouvernance en matière de finances publiques? En effet, c'est pour ça que je vais citer le professeur Aboyono, qui était conseil de la CNPS. Il disait lors de l'une de ses interventions que la difficulté au Cameroun, c'est qu'il y a trop de chevauchement entre nos textes et les textes internationaux que nous avons ratifiés. Donc, en principe, le consupé peut faire un travail quelconque, mais pas en ce qui compte, pas dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'au niveau de la gestion du contrôle des fonds de l'État ou alors des entités qui relèvent de l'État, c'est-à-dire que les sociétés publiques et parapubliques. D'ailleurs, le tribunal administratif a bien fait de citer une jurisprudence concernant la mairie de Ngomzap, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que en principe, dans les cas d'espèce, dans les cas de contrôle pareil, c'est la Chambre des comptes qui doit faire le travail. Je dis, on parle encore de la Chambre des comptes parce qu'il n'y a pas une Cour des comptes. Et s'il y avait une Cour des comptes, ce serait le travail qui relève de la Cour des comptes. Bon, maintenant, on peut se demander à quoi sert le Conseil supérieur de l'État. En principe, ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Mais la logique aurait voulu qu'après le travail du Conseil supérieur de l'État, qu'il transmette ses résultats à la Chambre des comptes, laquelle Chambre des comptes a seule qualité d'ester en justice, de poursuivre les contrevenants ou alors ceux qui seront considérés comme ayant fait des malversations dans les deniers publics. La Chambre des comptes peut-elle décider d'un non-lieu dans cette affaire, maître? Ce serait après la réouverture d'une enquête. Mais il est difficile de penser que le consupé a fait ce travail sans avoir des éléments. Donc, penser que la Chambre des comptes peut décider d'un non-lieu. Bon, on ne va pas dire non-lieu parce que la Chambre des comptes n'est pas une Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes est constituée de magistrats qui peuvent connaître, qui peuvent juger. Or, la Chambre des comptes n'a pas qualité à juger. La Chambre des comptes fait ses enquêtes et elle transmet le dossier de procédure acquis de droit dans la juridiction concernée. Donc, à la suite de... Peut-être qu'après avoir repris l'enquête, elle peut constater qu'il n'y a pas matière à poursuivre la CNPS ou alors sommer. Si elle constate qu'il y a des manquements, elle peut sommer la CNPS de rééquilibrer sa comptabilité. Et, au cas où elle ne le fait pas, après un délai qui lui sera imparti, transmettre le dossier en justice. Parce que s'il y avait une Cour des comptes, on revient toujours dans la Cour des comptes, parce que s'il y avait une Cour des comptes, c'est qu'elle serait chargée de connaître directement de la procédure judiciaire au cas où le délai de rééquilibrage des comptes est passé. Mais comme il n'y a pas de une Cour des comptes, il n'y a que la Chambre des comptes, elle va transmettre le dossier à qui le doit et puis la procédure va suivre son cours. N'est-on finalement pas dans un imbroglio politico-judiciaire, davantage judiciaire? Absolument, parce qu'il y a chevauchement des textes. Donc la CNPS peut profiter de cette situation, par exemple, pour continuer à jouer au dilatoire. Et puisque, en l'espèce, dès lors que la Chambre administrative, le tribunal administratif a constaté que le consupé n'avait pas qualité, le contrôle budgétaire de l'État n'avait pas qualité de poursuivre ou alors de mener une action comme celle-là auprès de la CNPS, ça lui donne un peu quelques moments de respiration. Et puis, ça peut s'arrêter là. Maintenant, je ne sais pas, si en même temps la Chambre des comptes n'est pas appelée à refaire ce travail, ça veut dire que
cet imbroglio profite à la CNPS et malheureusement au détriment des contributeurs ou alors de ceux à qui l'argent était destiné, au cas où nous sommes toujours conditionnels si effectivement il y a des manquements, il y a des fautes de gestion. Joseph Tafor, on a compris ce que vous avez dit depuis l'entame de cette émission, mais je m'interroge encore, et je pense que nos téléspectateurs aussi, qui a donc compétence en la matière? Qui a donc véritablement compétence? Est-ce à dire, devrait-on considérer, je veux dire, que le Consupé n'est qu'un organe figurant au regard de la loi du 11 juillet 2018? Pour répondre à cette question, il faut partir de certains exemples pour qu'on comprenne clairement. Allez-y. Prenons le tribunal criminel spécial. Avant que le tribunal criminel spécial n'existe, il y avait d'autres juridictions qui avaient compétence pour juger des personnes qui seraient poursuivies de une grosse somme d'argent. Maintenant, on a mis le tribunal criminel spécial sur pied qui connaît de ces difficultés. Est-ce que ça veut dire que si demain le TCS n'existe plus, il n'y aura plus d'autres juridictions pour connaître de ceux qui seront reconnus de malversation financière? Il y a le tribunal de grande instance, par exemple. Donc maintenant, la difficulté se trouve au niveau du chevauchement des textes. Parce que la plupart de nos textes, des textes que nous ratifions, du moins ce que l'Assemblée vote, le fait très souvent sans tenir compte des engagements internationaux que nous avons pris et qui très souvent vont à l'encontre des décisions que nous avons prises ici. C'est pour ça qu'on interpelle davantage le rôle du Conseil constitutionnel. Parce que en fait, c'est le travail du Conseil constitutionnel de vérifier de la régularité ou alors de la constitutionnalité de toutes les lois que nous prenons ici au Cameroun. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, avant même la publication d'une loi, le Conseil constitutionnel devait travailler là-dessus pour se rassurer que tel article ou alors la loi entière ne va pas à l'encontre des chartes ou alors des conventions que nous avons signées et ratifiées sur le plan international. Dès lors, on peut se poser légitimement la question de savoir à quoi sert le Consupé si, déjà sur le plan international ou alors sur le plan régional même déjà, on ne lui reconnaît aucune compétence pour pouvoir poursuivre ceux qui s'amusent avec la fortune publique. Sur le plan international, ce rôle est dévolu exclusivement à la Cour des comptes. Et puisqu'il n'y a pas encore une Cour des comptes, c'est la Chambre des comptes qui s'en occupe. Donc voilà la difficulté dans laquelle on se retrouve au Cameroun. Ça, c'est parce qu'il y a chevauchement des textes. Et le tribunal administratif a bien fait de respecter la Constitution. Parce que dans plein d'autres domaines, ça arrive. Mais quelquefois, les juges passent outre cet article 45 de la Constitution. Je l'ai dit, qui dispose que les chartes et les conventions internationales régulièrement ratifiées par le Cameroun sont au-dessus de nos lois. Et il n'y a rien qui peut expliquer qu'on prenne une décision sur la base d'une loi nationale, alors qu'il y a une autre disposition. Il y a une disposition internationale que nous avons ratifiée qui dit le contraire de ce que nos lois disent. La Constitution étant la loi suprême dans un pays, c'est cette Constitution qui dispose clairement que chaque fois que nous avons pris un engagement sur le plan international, elle fait force de loi, elle est au-dessus de nos propres lois. Donc, en principe, s'il faut regarder dans ce sens-là, on va dire que le Consupé ne devrait pas exister. Ou alors, si il doit exister, chaque fois qu'il fait son rapport, il doit remettre chez qui le droit. Qui le droit ici, c'est la Cour constitutionnelle. Ou alors, c'est la Cour des comptes. Ou alors, la Chambre des comptes. De façon spécifique, précision que selon les dispositions de la loi de 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques du Cameroun et régime financier de l'État et des autres entités publiques, il revient à la Chambre des comptes de s'assurer de la légalité financière et la conformité budgétaire de toute opération de dépenses et de recettes de l'État. Je voulais apporter la précision. Tout à fait, oui. Tout à fait, on est entièrement d'accord là-dessus. Il revient à la Chambre des comptes de faire toutes les vérifications nécessaires. Vous ne verrez nulle part le contrôle supérieur de l'État.
Le contrôle supérieur de l'État peut travailler de manière indépendante. C'est un peu comme en matière d'enquête judiciaire, par exemple. Vous ne verrez nulle part où on va donner un pouvoir à l'officier de police judiciaire de condamner quelqu'un. Non. Cette prérogative-là est reconnue aux magistrats. Ce que peut faire l'officier de police judiciaire mène ses enquêtes et il dépose ses enquêtes entre les mains du magistrat. Ce n'est que le magistrat. Donc, pris dans le même contexte, on va dire que le consuper peut travailler en synergie avec la Chambre des comptes, déposer ses enquêtes auprès de la Chambre des comptes qui va faire suivre la procédure. Parce que sur le plan international, c'est la Chambre des comptes. C'est la Chambre des comptes qui est la seule habilité à sanctionner absolument le directeur de la CNPS. Oui, le consuper n'a pas qualité. Et quand vous prenez cette décision, ce n'est pas un cas isolé. La décision a parlé de jurisprudence qui a déjà eu à s'appliquer ailleurs. On a parlé de la mairie de Ngomzam. C'est-à-dire que le même consuper avait fait un contrôle pareil là-bas. Et puis la mairie s'est pourvue en justice pour dire que non, vous n'avez pas qualité de nous contrôler. Et on lui a donné raison. Ça, c'est sur la forme. Sans la forme, le fond n'est rien. Ça, c'est en droit. Donc, si vous n'avez pas toutes les qualités requises pour poursuivre quelqu'un, même si vous avez raison, ça ne marche pas. Le consuper aurait-il voulu torpiller la loi? Pas qu'aurait. Le consuper a torpillé la loi parce que ce n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que le consuper aurait dû se référer déjà à la jurisprudence qui ne lui a pas donné raison précédemment et transmettre naturellement ces enquêtes à la Chambre de comptes. Donc, ils ont peut-être pensé qu'ils avaient affaire à quelqu'un, à une structure où il n'y a que des naïfs. Je vais dire ça comme ça. Parce que s'ils avaient imaginé un seul instant qu'ils auraient du répondant en face d'eux pour les rappeler à l'ordre, je ne pense pas qu'ils auraient procédé de cette façon-là. Aussi simplement. Les 19 fautes reprochées à Moukoulou Mvondo sont consacrées entre 2008 et 2016. Peut-on penser que le consuper s'est appuyé sur les faits, sur l'antériorité des faits? Pour travailler, si on tient compte que le consuper peut faire ce travail, il n'y a pas un délai imparti au consuper pour faire, ou alors à n'importe quel système de contrôle budgétaire ou alors de gestion pour mener ces enquêtes. Donc, on peut s'élever aujourd'hui, nous sommes en 2004, et décider d'aller retourner 15 ans en arrière pour faire un contrôle. L'essentiel, c'est de se rassurer que, parce que les comptes de l'État sont suivis et ça a des traces. Peut-être qu'on peut constater qu'il y a un manquement aujourd'hui, en 2024, qui date d'il y a 15 ans. Vous n'allez pas me dire qu'on va laisser passer parce que ça fait 15 ans que c'est passé, que ça a eu lieu. Non. Donc, en estimant que le Conseil supérieur de l'État pouvait faire ce contrôle, même en remontant beaucoup plus loin, même en 2000, c'est pas interdit. La loi n'interdit pas d'aller plus loin, commencer à faire son contrôle de manière, parce qu'il y a des fautes qui se suivent, ou alors qui ont des répercussions, qui peuvent avoir des répercussions sur plus de 10, 20 ans. Et donc, il n'y a pas une limite pour faire ce contrôle. Il faut le dire, un sursis à exécution, Moukoulou Mvondo est l'un des rares agents de l'État à avoir bénéficié de cette disposition de la loi. Et surtout qu'en face, il avait un conseil qui était, quand vous avez une procédure qui est menée par quelqu'un, le professeur Aboyono, qui est un agrégé de droit et professeur de droit administratif, vous comprenez qu'il ne peut pas prendre sa plume pour écrire et dire n'importe quoi. Il a visé la loi, il a soutenu. Mais il faut aussi dire, parce que ce n'est pas parce qu'on vise la loi et qu'on soutient chaque fois que ça veut dire qu'on aura toujours raison. Je ne veux pas rentrer dans d'autres exemples qui pullulent ici où, après avoir cité toutes les dispositions légales, le magistrat peut ne pas vous faire droit. Mais disons qu'en face, on a trouvé des magistrats qui ont pensé que non, il faut dire le droit. Donc ça, on peut dire que c'est bien pour... Quel regard portez-vous sur le fait pour le mis en cause d'avoir saisi la présidence? Bon, je ne sais pas. Peut-être que le président de la République est garant de toutes les lois, parce que c'est lui qui, après que l'Assemblée nationale, ou alors l'Assemblée nationale ait voté une loi, c'est le président de la République qui est chargé de promulguer.
peut-être qu'il fallait déjà attirer l'attention du président de la République sur le fait que cette structure a violé une disposition légale. Et donc, c'est à juste titre d'attirer l'attention, d'écrire au président de la République pour lui dire que, bon, voilà, nous sommes devant telle situation. On attire son attention, quitte à ce que, je ne sais pas si c'est parce que on a écrit là-bas qu'il a fait une intervention. Peut-on penser que le recours à l'arbitrage à la présidence a fait peser la balance du côté du directeur de la CNPS? Bon, on ne serait que dans le cas de la spéculation, parce qu'on ne peut pas prouver. Vous voyez, effectivement. On ne peut pas prouver, donc on ne peut que spéculer. Mais je me réjouis quand même du fait que le droit a été dit, parce que quand vous prenez toutes ces dispositions, les dispositions qui ont été visées dans cette décision, on pense que le droit a été dit. Cela signifie que même s'il y a eu intervention de la présidence de la République, c'est que c'était à bon droit. On n'a pas torpillé les lois dans ces dispositions. Au contraire, c'est le consupé qui a plutôt torpillé la loi en faisant ce qu'il n'avait pas qualité de faire. Et le tribunal administratif a remis la CNPS dans son droit et rappelé une fois de plus au consupé ce qu'il est tenu de faire. Ou alors de ne pas faire. Vous l'avez dit il y a quelques instants, ce cas n'est pas un cas isolé. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques petits cas semblables pour essayer de revenir sur, le contexte, en fait? Oui, même si ce n'est pas entièrement en matière économique, il y a des cas semblables en matière politique, par exemple. Oui, où, souvenons-nous, je vais vous parler parce que avant d'être juriste, j'ai une casquette politique. Il y a, par exemple, il y a 1 an et demi, en novembre, je crois, 2022, les magistrats, je veux dire, la Chambre des droits de l'homme de l'ONU avait... concernant les prisonniers politiques du MRC, déterminé que ceux-là avaient été injustement gardés. Et avait demandé à leur libération pure et simple. Pourquoi? C'était sur la base des conventions que nous avons signées. La première, c'est sur concernant le tribunal militaire. Le tribunal militaire, nous avons, dans notre pays, le tribunal militaire ne distingue pas a fortiori ceux qui doivent être exclusivement jugés là-bas. Par contre, nous avons signé, nous avons ratifié des conventions sur le plan international qui nous interdisent de juger les civils dans un tribunal d'exception. Sur le plan international, ils appellent ça le tribunal d'exception parce que c'est le tribunal militaire. Et donc, sur le plan, nous n'avons donc pas respecté cette convention. Maintenant, entre autres, il y a des dispositions qu'il faut mettre sur pied pour l'organisation des élections, par exemple. Dans notre pays, il ne vous a pas échappé qu'on vient de renvoyer, par exemple, les élections municipales et législatives qui devraient en principe se tenir en février ou mars 2025. Mais les conventions sur le plan international que nous avons ratifiées nous contraignent à respecter le calendrier électoral. S'il arrivait, si par extraordinaire, on va se retrouver en train de changer ce calendrier, il faudrait que ça intègre l'assentiment de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire que le gouvernement, l'opposition, les partis civils, la société civile. Donc, ce sont des conventions, par exemple, sur le plan international, que nous avons ratifiées et qui, malheureusement... Maintenant, il y a également les conventions sur les droits de l'homme. Parce que là, on parlait de la gouvernance. Maintenant, il y a les conventions sur les droits de l'homme qui mettent pour principe la garde à vue comme une exception. Par contre, chez nous, la garde à vue, c'est la règle. Donc, sur le plan international, nous avons ratifié des conventions qui nous contraignent à ne pas garder quelqu'un, sauf en cas de flagrant délit, par exemple, ou en cas de crime, par exemple. Donc, si c'est l'effet de droit commun, par exemple, et que vous avez un domicile connu, vous avez un garant, vous avez une garantie, vous ne pouvez pas subir la mesure de la garde à vue, sauf si c'est un cas de flagrant délit ou alors de crime. Je le dis encore. Mais malheureusement, on ne respecte pas toutes ces différentes conventions. Il y a plein d'autres conventions comme ça qu'on ne respecte pas et qu'on devrait respecter. Ça suffit que quand on ne les respecte pas, on est en même temps en train de violer l'article 45 de notre Constitution. Cet article 45 qui dispose que
les lois internationales que nous avons ratifiées sont au-dessus de nos textes. Donc, pour revenir sur le cas présent, on va dire que le juge administratif a juste bien fait de respecter les conventions internationales que nous avons ratifiées, que nous avons signées. Et ce n'est que bien pour la justice au Cameroun. Si on pouvait avoir des décisions pareilles un peu partout, ce ne serait qu'une très bonne chose. Pour revenir sur la thématique qui nous intéresse ce jour, on va essayer de lire entre les lignes, surtout pas dans une boule de cristal. Joseph Tafo s'est autorisé de pousser la réflexion. Pourquoi le tribunal administratif s'est-il prononcé aussi rapidement dans ce cas? C'est vrai que ça peut prêter à... Le requérant ayant saisi le tribunal administratif du centre courant du mois de juin, si je ne me trompe pas, et le 23 août, le verdict du tribunal est rendu. Peut-on y voir des relents politiques? Non, je ne pense pas, parce que là, on est... C'est purement juridique. Oui, c'est purement juridique, parce que là, on est en matière de sursis à exécution. Le plus souvent, ça, c'est des procédures qu'on gère comme si c'était des référés. Dans le principe, on ne renvoie pas en termes de semaines ou de mois, c'est des affaires qui se déroulent d'heure en heure. C'est-à-dire que la procédure peut avoir lieu aujourd'hui dimanche, et puis on renvoie mardi, après on renvoie jeudi, on renvoie vendredi. Si toutes les parties se comportent, produisent leurs conclusions normalement, et que le ministère public, par exemple, donne ses réquisitions à temps, même en un mois et demi, on peut rendre la décision. Je ne pense pas que cette célérité, au contraire, c'est cette célérité même qu'on demande dans la gestion des procédures judiciaires. Oui, c'est cette célérité. Donc, je pense que le temps qui a été imparti pour régler cette situation, c'est un temps relativement normal. Ce n'est pas des simples affaires où on va subir les renvois par mois, par exemple. En matière de sursis à exécution, c'est des affaires qui se passent comme des affaires en référé. Et ça se passe d'heure en heure, en principe. Ça ne passe pas de semaine ou de mois. C'est en référé. Ça se passe d'heure en heure. On peut renvoyer toutes les 48 heures, par exemple. Donc, on voit que si on avait renvoyé toutes les 48 heures, que même après 4-5 renvois, en moins d'un mois, on aurait résolu le problème. On aurait rendu la décision. On va refermer ce chapitre, on va refermer le chapitre de ce bras de fer entre la CNPS et le Consupé pour s'intéresser à d'autres dossiers judiciaires du pays. Guigny Efa, l'ancien directeur de la SCDP, respire un air de liberté après 15 années derrière les barreaux pour des faits de détournement de deniers publics. Pour le camp Vamolke, le cauchemar s'éternise. L'ancien directeur de la Cameroun Radio Television est condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics. La peine prononcée le 28 août dernier vient s'ajouter à celle de 12 ans prononcée en 2022. Les proches de l'ancien directeur de la CRTV de 2005 à 2016 créent à l'acharnement judiciaire. On fait le point avec Stéphane Dibébé et Larissa Libom. Condamné en 2022 à 12 ans de prison dans une affaire qui aura duré plus de 13 ans et connu plus de 130 renvois, Amadou Vamolke, l'ancien directeur général de la Cameroun Radio and Television, vient d'écoper d'une nouvelle peine de 20 ans de prison, portée à 32 au total. Une décision rendue le 28 août 2024 par le tribunal criminel spécial pour détournement de fonds publics. Cette nouvelle condamnation fait suite à un audit des comptes de la CRTV sur la période 2010-2016. Selon le rapport d'audit, Amadou Vamolke aurait détourné 25 milliards de francs CFA, une accusation que la défense a toujours contestée, apportant des preuves pour justifier une grande partie des dépenses incriminées. Malgré ces éléments, le TCS a maintenu les accusations. Les avocats de l'ancien journaliste soulignent que la somme finalement retenue contre leur client a été considérablement réduite au cours du procès, passant de 25 à 2,1 milliards de francs CFA. Cette somme correspondrait en réalité à un héritage de factures impayées remontant à l'époque de son prédécesseur. Les condamnations successives d'Amadou Vamolke sont largement contestées par ses avocats et par de nombreux observateurs. Ces derniers dénoncent de nombreuses irrégularités dans les procédures judiciaires. Au-delà de ces aspects, c'est la santé d'Amadou Vamolke qui inquiète. Les conditions de détention du septuagénaire et le stress
liées à ces multiples poursuites judiciaires ont fragilisé son état de santé. Merci à vous, Stéphane Dibébé et Larissa Libom, pour ces éléments. Alors, Joseph Tafor, est-ce que les cas Nguigny Efa et Bamulke servent d'exemple pour tous ceux qui auraient l'intention de détourner les deniers publics? Oui, mais on ne peut pas penser comme ça. On sera obligé de revenir sur le premier sujet où on parlait de la célérité avec laquelle le tribunal administratif s'est prononcé. Commençons par votre collègue Amadou Valmouké. Pour rendre cette décision, il a fallu 150 renvois. Vous expliquez ça comment? C'est-à-dire qu'avant qu'on ne transmette le dossier au tribunal criminel spécial, à quoi ont servi les OPJ? On a envie de se poser la question de savoir si ce n'est pas au tribunal criminel spécial que l'enquête a commencé. Et quand bien même l'enquête aurait commencé là-bas, est-ce qu'il faut 150 renvois pour rassembler les éléments? Les éléments. Je ne suis pas dans le fond du dossier. Je suis sur la forme. Est-ce qu'il faut 150 renvois? Ou est-ce qu'il faut même 30 renvois pour déterminer la culpabilité ou non de quelqu'un qui est en détention provisoire? Il est en détention provisoire. C'est-à-dire qu'il est derrière, dans les filets, dans la prévention. 150 renvois. Vous imaginez seulement ce que ça peut créer comme choc psychologique. Allons avec M. Nguigny Efa. Il fait 15 ans et après on le déclare non coupable. Qui paye la note? C'est l'État qui va payer la note. Hormis le fait que le préjudice qu'on lui aurait créé, on parlait, il y a, je crois l'année passée, du professeur, l'ancien recteur d'université qui avait également été relaxé après avoir passé plusieurs années en prison également. Pourquoi ne pas mener des enquêtes à bien? Rassembler tous les éléments avant d'engager la procédure, au moins de la détention provisoire. Nous ne sommes pas là pour donner un blanc-seing à ceux qui auraient détourné la fortune publique. Déjà on ne peut les considérer comme tels qu'à la suite d'un jugement. Ils ont des droits. Ils ont des droits. Et ils doivent, à tout moment, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, bénéficier de la présomption d'innocence. Mais les multiples renvois, vous convenez avec moi qu'une justice normale n'a pas besoin de ça, honnêtement. Une justice normale, la justice doit travailler avec beaucoup de célérité, certes, et beaucoup de respect pour les personnes poursuivies. C'est pas normal qu'après 150, que quelqu'un, qu'on rende une décision après 150 renvois, cela signifie que non seulement qu'il y avait du tâtonnement. Parce que si les enquêtes ont bien été menées et que les éléments constitutifs de quelques infractions que ce soit ont été bien élucidés, je ne pense pas que ça prendrait autant d'années, autant de temps. Donc c'est frustrant. Et en même temps, ça vient encore jeter de l'anathème. Peut-être c'est une manière de faire peur, je le disais il y a quelques instants, à tous ceux qui voudraient détourner les deniers publics. Oui, mais prenons deux exemples seulement, Audrey. Revenons à la gestion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a eu lieu avant, mais il y a eu des soupçons de malversation financière. On parlait de la Chambre de compte tout à l'heure. Prenons le rapport qu'elle a fait il y a 2 ans concernant le Covid-19. Vous avez suivi les recommandations de la Chambre des comptes dans ses conclusions. Il constate que dans plus de 10 ministères, il y a des fautes de gestion. Et qu'il y a au moins 12 cas qui nécessitent des poursuites pénales. Je cite ces cas parce que c'est arrivé après eux. Cela signifie que ça n'a pas été de nature à inquiéter ou alors à dissuader. Il y a plein de cas. Il y a plein de cas de détournement des deniers publics. Et rappelons que depuis 2006, que l'opération Épervier existe, il ne s'est pas passé une seule année sans qu'on ne parle de détournement. Donc vous voyez que au jour d'aujourd'hui, on parle de tout un gouvernement qui est en prison. Et c'est au fur et à mesure que les années passent qu'on les met en prison. Ils sont pas allés d'un trait. Donc je ne sais pas finalement
qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher aux gens de détourner. Donc, ce n'est pas un jugement comme celui-ci qui va, ou alors ce n'est pas le fait de mettre les gens en détention provisoire. On a plutôt peur. Et puis, c'est ce qui s'est dit même depuis de très longues années, que l'opération Épervier, ou alors cette façon d'incriminer le genre, c'est beaucoup plus pour régler les comptes politiques. La preuve, c'est que c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on dit, et on a bien peur que ce soit ça. On ne dit pas qu'il n'y a pas, que parmi eux, il n'y a pas de personnes qui auraient, on parle encore conditionnel, qui auraient détourné l'argent. Mais est-ce que, depuis que ce tribunal existe et qu'on a épinglé des gens, quelle est la plus-value pour le citoyen gabonais? À quel moment on a déterminé que telle personne a volé de l'argent et qu'après, on ait récupéré cet argent, même après avoir rendu la décision? Comment est-ce qu'on récupère l'argent détourné? Et même plus grave, cette loi sur le tribunal criminel spécial est, je ne sais pas si je vais dire, partiale par rapport aux citoyens lambda. Je veux dire quoi? Quand vous prenez cette loi, on vous dit, si vous avez détourné l'argent, on peut vous interpeller ou alors on peut vous poursuivre. Mais dès lors que vous remboursez le corps du délit, si vous étiez gardé, le ministère de la Justice, le ministre de la Justice peut demander votre relax pur et simple. Or, en matière de droit commun, c'est-à-dire que vous et moi qui répondons du code de procédure pénale, quand vous avez été reconnu coupable d'un fait de détournement ou alors d'escroquerie, même si vous remboursez le corps du délit, il y aura des amendes à payer, il y aura des dépenses à payer. Il y aura une peine privative de liberté correspondant aux amendes ou alors aux dépenses que vous n'aurez pas payées. Ce qui est tout à fait incongru dans un pays où, d'un côté, ceux qui ont détourné beaucoup d'argent parce qu'ils ont remboursé, ils ne payent plus rien, ils sont entièrement élargis de toutes les peines. Par contre, le simple citoyen, parce qu'il n'a pas un gros nom, parce qu'il n'avait pas eu la possibilité de détourner aussi de cette façon-là, bien qu'ayant réparé le préjudice, il va payer une infraction au sein de la société. Il y a cette discordance-là. Donc, voilà pourquoi on est tenté de dire à un moment donné que cette méthode-là, c'est beaucoup plus pour régler les comptes. Déjà parce que la loi, elle fait la différence entre deux catégories de citoyens. Ensuite, parce qu'on n'a pas la plus-value depuis qu'elle existe et qu'elle traque les supposés détourneurs de fonds publics. Troisième chose, pour y ajouter, depuis qu'elle existe, elle n'a jamais dissuadé personne. Parce que chaque année, on parle toujours. On ne peut pas le dire, on ne peut pas l'affirmer. On dit, il peut y avoir des cas, il peut y avoir des cas, des personnes qui ont sans doute été dissuadées face à des cas, excusez la redondance, comme celui de l'ancien directeur de la CRTV. Bon, peut-être, mais nous ne pensons pas que vraiment c'est de caractère dissuasif, parce que je vous citais encore, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on parlait toujours de détournement de fonds publics. Pourtant, c'est une loi qui existe depuis 2006, et ce n'est pas la seule loi qui existe au Cameroun qui traque les détourneurs, je veux dire les corrompus, les corrupteurs, et puis tous ceux qui s'amusent avec la fortune publique. Il y a tellement de lois. Mais seulement, je ne veux pas être excessif, mais je veux dire que le président de la République lui-même n'a jamais voulu que les choses se passent très bien. Pourquoi? Si vous prenez, revenons dans notre loi fondamentale, si vous prenez l'article 66 de la Constitution qui exige que tous les responsables qui sont nommés dans de hautes fonctions doivent déclarer leurs biens avant et après. Il fallait juste un décret d'application, lequel décret attend depuis plus de 25 ans. Le président de la République n'a jamais signé le décret d'application. Et donc, vous pouvez entrer avec une paire de chaussures comme directeur de telle chaussure, et puis vous ressortez avec 5 immeubles. Personne ne va vous contrôler. Donc, il n'y a rien pour dissuader. Il n'y a rien pour dissuader, malheureusement. C'est compris. Joseph Tafo, le temps imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour la confiance, espérant avoir été à la hauteur de la tâche. Le plaisir est pour nous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Donnons-nous rendez-vous dimanche prochain pour une autre rétrospective de l'actualité lorsqu'il sera 12h. D'ici là,
Portez-vous bien et à bientôt.